Bonjour à toutes et à tous. Votre programme consacre une part conséquente sur l'agriculture et surtout sur l'alimentation. D'ailleurs, vous rebaptisez la PAC politique agricole alimentaire commune, comme La d'ailleurs PAC, oui. comme le PS et comme LFI. On n'en a pas parlé, mais vous avez la même volonté de changement de dénomination. Vous dites que pour garantir la souveraineté alimentaire, l'Union européenne doit se doter d'une vraie démocratie alimentaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On pose une question très générale et puis on rentrera ensuite dans les détails. Si on parle de politique agricole et alimentaire commune, c'est parce qu'on considère que la vocation première de l'agriculture, c'est de nourrir. Mais ça, je pense que personne ne dit le contraire. Mais par contre, il faut en faire la preuve, et la preuve dans la durée. Aujourd'hui, la politique agricole européenne, commune et française, avec ses déclinaisons, nous a fait sortir de la souveraineté alimentaire. En 1960 jusqu'à 80, on avait une PAC qui construisait, et elle a réussi, la souveraineté alimentaire dans tous les domaines des besoins alimentaires. À partir de 80, quand les excédents sont arrivés, on a réorienté, c'était nécessaire. Mais on en est sorti à partir de 92 avec la PAC d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on en est à un moment où on importe 55 à 60% des fruits et légumes qu'on peut produire en France. On importe plus de la moitié de notre blé boulanger. On importe plus de 70% des protéines végétales pour l'alimentation animale et humaine. Donc, on n'est plus en souveraineté alimentaire sur une grande partie de notre alimentation. Donc, notre volonté et notre souci à nous, c'est de revenir avec une politique agricole à une souveraineté alimentaire réelle des populations françaises et européennes. Donc très clairement, c'est la fin des accords de libre-échange pour vous? Mais nous, on a toujours été opposés aux accords de libre-échange et il se trouve qu'on est largement rejoint par la profession sur ce sujet pour des raisons qui ont été largement déclinées depuis les manifestations du début de l'année. Ces accords de libre-échange, ça a été dit, hein, je l'ai entendu là dans la fin de la matinée, c'est l'échec des accords de l'OMC et du coup, on essaye de trouver des solutions rustines pour avancer. Je voudrais dire au passage qu'on n'a pas besoin des accords de libre-échange pour qu'on fasse du commerce avec d'autres pays. Hein. Quand un accord de libre-échange prévoit des volumes, ça n'est, j'allais dire, quasiment que marginal par rapport aux volumes globaux des échanges qu'on fait. Et c'est assez pervers puisque ça diminue les droits de douane des deux côtés de la chaîne. Et moi, je ne vois pas l'intérêt que ça a de poursuivre dans ce sens-là. Petit 1. Petit 2, ça met l'agriculture européenne en concurrence déloyale avec les autres productions. Donc, on arrive à des situations qui sont et qui provoquent des crises et de la colère, et moi je la comprends complètement, qui sont tellement déloyales qu'on arrive à ne plus produire ce dont on a besoin en France, je viens de le dire, alors qu'il faut aller dans l'autre sens, parce que les conditions de l'importation sont plus favorables et qu'on entraîne la destruction des filières françaises et des filières européennes. Et là aussi dans le programme, vous parlez d'introduire une directive cadre sur les mesures miroirs. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire d'avoir une directive qui englobe et qui a une vision générale de toutes les clauses miroirs qui doivent être prises en compte dans donner un cadre accords, à ces clauses miroirs d'une certaine façon. Voilà, dans les accords. S'il y a des pesticides qui sont interdits en Europe, on ne les importe pas dans l'alimentation qu'on importe. Ils sont aussi interdits avec les produits qu'on importe. La déforestation, on a eu là dans les lois sur la responsabilité des entreprises, etc. La déforestation importée qui est très destructrice au Brésil, en Asie, en Afrique, etc. Faut éviter ça. Il faut préserver la biodiversité, mais c'est pas que dans la surface européenne, c'est dans l'ensemble du monde qu'on en a besoin. Eh ben, il faut pas qu'on importe et qu'on se rende complice de cette importation de déforestation et tout ce qui va avec, quoi. Toute la destruction de la biodiversité ailleurs, elle est aussi importante que ici. Et est-ce que, en termes de budget PAC, est-ce que vous voulez augmenter, maintenir ou diminuer le budget PAC? Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je pense que la transition agricole qui est nécessaire et alimentaire qui est nécessaire maintenant va demander beaucoup de moyens. Donc, s'il faut augmenter le budget de la PAC, je pense qu'il faut augmenter le budget de la PAC. Mais la destination du budget de la PAC doit vraiment soutenir un modèle d'agriculture vertueux
et ne plus soutenir un modèle d'agriculture qui ne l'est pas. Et je voudrais dire au passage que moi, depuis bientôt 40 ans que je suis écologiste et que 35 ans que je suis dans la bio, j'ai jamais accusé les agriculteurs là-dedans. J'ai toujours accusé le modèle dans lequel on les a embarqués depuis 70 ans, qui les a piégés dans un système et dans un modèle dont ils souffrent aujourd'hui, et ils le disent fort. Et ils ont raison de le dire. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une politique agricole qui accompagne la sortie. Si on vient sur les pesticides, moi évidemment j'ai beaucoup poussé au Parlement européen dans cette mandature la réduction de 50% de l'emploi des pesticides. La question, on nous dit oui, mais qu'est-ce que vous mettez comme autre pesticide à la place pour les remplacer? Non, le sujet c'est pas ça. Le sujet c'est comment on accompagne un modèle d'agriculture européen qui va progressivement ne plus en utiliser. Mais on prend des décisions responsables dans la durée. C'est-à-dire que s'il faut sortir des pesticides et qu'il faut 10 ans pour en sortir ou 15 ans pour en sortir, on met le temps qu'il faut et on accompagne. Sauf que, et ça fait déjà un moment quand même qu'on en parle, on n'a jamais appuyé sur le bouton départ de cet accompagnement, de cette sortie et du changement de modèle. Parce que les agriculteurs, on voit, la crise en Hollande qui a eu, c'est quoi? La crise en Hollande, c'est une décision brutale du gouvernement qui demande aux éleveurs d'arrêter une partie de leur élevage. Mais on ne prend pas des décisions comme ça, c'est pas sérieux. Évidemment que ça provoque une explosion de colère. Ceux qui ont investi depuis 2 ans, 3 ans, qui sont encore... peuvent pas, c'est impossible. Mais ça, c'est de la responsabilité politique qui a différé la décision qui était à prendre, parce que la question de l'élevage en Hollande, ça fait 30 ans que j'entends parler, donc c'est pas nouveau. Mais les politiques n'ont pas pris leurs responsabilités. Du coup, les éleveurs en font les frais parce qu'on décide brutalement. Bah, pour les pesticides, pour moi, c'est la même chose. Il faut décider, il faut mettre le temps, il faut accompagner. D'autres modèles d'agriculture existent. Je veux dire, aujourd'hui, il y a 350 000 paysans bio en Europe. C'est pas une paille. Il y a de l'agroforesterie, il y a d'autres modèles d'agriculture et qui ont fait leurs preuves et qui n'affament pas le monde, parce que ça, c'est encore un autre débat et on peut en parler. Mais et je pense que c'est surtout ça qui est important. C'est l'accompagnement et la décision responsable qui est prise suffisamment tôt pour que l'accompagnement puisse se faire vraiment. Prends le relais, François. Oui, alors j'avais une question aussi parce que vous parlez de la sortie, mais il y en a qui sortent, ce sont les actifs agricoles. En matière de renouvellement des générations, j'ai pas trop bien compris ce que vous proposiez dans votre programme. Vous mettez en place un mécanisme, vous souhaitez mettre en place un mécanisme de dotation de carrière. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par là? Alors, et est-ce que ça peut se faire à l'échelle de l'Union européenne? La situation de l'installation aujourd'hui, alors je prends les chiffres de la France, l'Europe, je connais moins les chiffres, mais ça doit être à peu près du même ordre. On a 25 000 départs en retraite par an et on a 8 000 installations. On vient de perdre 100 000 agriculteurs dans la décennie. Il en reste 380 000. On peut se battre sur les chiffres, mais ça doit être de cet ordre-là. Et si on en perd 100 000 dans les 2-3 décennies qui viennent, on a quoi? La perspective, c'est quoi? C'est la France de 50 000 paysans industriels en 2040, 50? Pourquoi ils sont tous industriels, les agriculteurs français? Non, mais quand on va faire de l'agrandissement et qu'on supprime les agriculteurs, forcément, on arrive à un moment où on a des grosses fermes. Donc, c'est peut-être un petit peu violent, agriculture industrielle, mais ça image une agriculture qui est bien différente de celle qui est en réalité l'agriculture française dans bien des territoires. La France, c'est le premier pays européen des terroirs, des AOC, des AOP, de la richesse des territoires et de la richesse des typicités de produits agricoles. Moi, je suis pour qu'on développe ça et qu'on ne le fasse pas reculer. Eh ben, l'installation des agriculteurs aujourd'hui, pourquoi il n'y en a que 8 000 qui s'installent? Parce que la grande partie, ils succèdent à leurs parents. Et on n'arrive pas à installer, alors qu'il y a toujours de la motivation. Tout à l'heure, on entendait, les lycées agricoles sont pleins. On sait qu'il y a des jeunes qui sont prêts à s'installer. Mais comment ils accèdent au foncier? Comment ils accèdent au modèle d'installation? Donc la dotation de carrière et la DGA, quelle est la différence? La dotation de carrière, c'est de financer pour la carrière d'un agriculteur qui n'a pas les moyens de le financer lui-même en s'installant parce qu'il n'est pas du sérail, etc., et qui lui donne la possibilité de s'installer avec une capitalisation foncière, de capital d'exploitation, et sans notion d'âge, donc. Et sans notion d'âge. Et sans notion d'âge, oui, parce que l'installation, c'est vrai que actuellement, elle était jusqu'à 40 ans. Il peut y en avoir après, il peut y avoir des reconversions après, et qu'il faut les accompagner aussi. Toute installation a de la valeur. Et au niveau de la PAC, donc vous voulez mettre en place une PAC qui soutient l'emploi, donc plutôt que les hectares, comme d'autres. Des aides à l'actif plutôt que des aides à l'hectare, c'est ça? C'est ça, des aides à l'actif. Du coup, comment ça fonctionne exactement?
Est-ce que voilà, parce que là aussi, dans l'Union européenne, il y a quand même une diversité, donc on garde quand même une certaine, on va dire, marge de manœuvre au niveau de chaque État pour déterminer les Et règles. c'est quoi un actif agricole? Parce que les salariés sont les grands absents aussi de votre programme, les salariés de l'agriculture. Donc, un mot sur eux, peut-être? Ouais, alors les actifs agricoles, c'est ceux qui ont le statut d'exploitant ou d'exploitante, et puis c'est les salariés qui sont présents sur les fermes. C'est des actifs. Après, ils sont chefs d'exploitation, ils le sont pas, ils peuvent le devenir, parce qu'on peut aussi imaginer des relais qui peuvent se prendre comme ça. Ça existe dans d'autres secteurs de l'économie, et ça pourrait aussi arriver en agriculture. Et nous, ce qu'on trouve illégitime, c'est qu'un maraîcher, sur 1,5 hectare, qui emploie 5 salariés, il touche 0 aide de la PAC. Il n'y en a pas, parce qu'il n'est pas dans les critères, il passe sous les radars. Donc, on a quand même un tiers des agriculteurs français qui touchent pas d'aide de la PAC. Il ne faut pas oublier qu'au départ, ce secteur-là ne voulait pas rentrer dans la PAC non plus. Voilà, il faut le rappeler. On est à un moment maintenant où, je disais tout à l'heure, on importe plus de la moitié de nos fruits et légumes. Il va falloir trouver des solutions pour encourager, aider, soutenir et développer. Et puis à côté de ça, un céréalier qui a 200-250 hectares, qui n'a pas de salariés, ou il va toucher des aides de la PAC dans des proportions que vous connaissez. Du coup, ça va pas. On peut pas continuer à avoir un tiers des agriculteurs qui touchent pas d'aide parce qu'ils remplissent pas les conditions, mais ils sont quand même agriculteurs, ils produisent de l'économie, ils relocalisent de l'économie, produisent de l'alimentation dont on a besoin, donc il faut l'encourager, il faut le développer, donc il faut remettre sur le chantier des ratios qui fassent que la PAC s'adresse à tout le monde et que tous les secteurs de l'agriculture soient soutenus. Alors, vous voulez réduire l'usage des pesticides de 50%, des engrais de synthèse également d'ici 2030. En fait, vous avez un programme qui regorge d'interdictions, de directives, de règles environnementales. Or, on l'a bien vu dans la rue, il y a quelques semaines de ça, les agriculteurs français, mais également européens, soulignaient finalement que cette exigence normative était lourde pour des exploitations qui étaient extrêmement fragilisées. Vous embarquez comment les agriculteurs européens, finalement, dans ce programme? Alors, le pacte vert, quand il est arrivé, pas arrivé par hasard, hein, au début de la dernière mandature. Il est arrivé parce qu'il y avait les manifs climat dans les rues en Europe, partout. Quand Van der Leyen a pris la présidence de la Commission, elle a mis en place ce pacte vert pour répondre à une demande des gens de la société civile en général. Donc, c'était aussi des manifs, elles n'étaient pas illégitimes, et le pacte vert qui a été construit, ce n'est pas les Verts qui l'ont construit, j'aurais bien voulu, hein, mais c'est quand même tous les groupes politiques, particulièrement de droite, qui l'ont construit. Et dans le volet agricole, on avait 25% des surfaces en bio en 2030, réduction de 50% des pesticides d'ici 2030, ça a été quand même discuté en 2020. Hein. On avait réduction de l'antibiotique dans l'alimentation animale en 2027, je ne sais plus, la réduction des engrais de synthèse, etc. Mais ça, c'est une négociation générale. Donc, ça veut dire que c'était construit, fondé, etc., sur un accompagnement qui permette une nouvelle forme d'agriculture. Et donc cet accompagnement... Non, mais je veux arriver sur la question des sanctions. On a l'impression d'être punitif, et je l'ai entendu aussi en disant c'est une punition de supprimer les pesticides. Mais les gars, dans l'eau aujourd'hui, on n'y arrive plus en pollution de pesticides divers, y compris de PFAS agricoles. Mais pas que. Mais on fait quoi? On fait rien. La biodiversité s'effondre dans des proportions considérable. Enfin, 70% de la population des insectes disparaît, les oiseaux disparaissent derrière. Alors, je reviens sur ma question. Comment on accompagne Oui, mais comment on accompagne financièrement? Je veux mettre l'accent sur le fait que vous voulez dire, c'est qu'il ne faut pas nier la réalité. C'est ce que vous... Moi, je trouve que ça, c'est des faits. Alors, du coup, encore une fois, comment on accompagne une profession qui est en première ligne face à ça? Oui. Qui connaît la nature, la culture, les terres mieux que personne, comment on les accompagne à ne plus les enfermer dans un système qui les contraint là-dedans et à les emmener sur un autre chemin. Moi, mon sujet, il est là. C'est la question, c'est une responsabilité civile de long terme dont on parle. Et aujourd'hui, on ne peut plus nier quand même que toutes ces questions que je viens d'aborder, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un truc qui a été fabriqué par les Verts, ça. C'est quand même une réalité qui est constatée par tout le monde. Tout à fait, mais est-ce que ce sont des financements à la formation, des financements au conseil? Est-ce que c'est revoir les dispositifs de conseil, de développement agricole? Et comment on le fait? Comment ça se décline à l'échelle de l'Union européenne? Et comment on remet les agriculteurs dans cette démarche? Parce qu'on a bien vu que là, il y a eu blocage partout. Donc, comment on les embarque? Voilà, comment vous les embarquez avec vous?
sans Alors, être dans la punition, puisque c'est... il faut décliner un nouveau modèle d'agriculture qui soit attractif, qui fasse envie, et notamment et premièrement économiquement. Donc par le soutien. 5 minutes. Alors, par le soutien. Le soutien économique, vous voulez dire. Mais oui, mais la PAC, c'est quoi? C'est le soutien économique du modèle de l'agriculture. Et pour ça que tout à l'heure, la question, est-ce qu'il faut augmenter le budget de la PAC? Moi, aujourd'hui, j'en sais rien, mais je pense que si c'est nécessaire de l'augmenter pour passer le cap, eh ben, il faut l'augmenter parce que la nourriture, c'est quand même un sujet fondamental, un sujet prioritaire, et il faut mettre les moyens pour que la durabilité du modèle d'agriculture qui va nourrir les populations dans les décennies, et on va loin, dans les décennies qui viennent, parce qu'il n'y a pas de fin, hein, et c'est permanent, et puis il faut trouver le modèle politique, économique d'accompagnement qui le permette. J'avais une question. Vous dites dans votre programme, il faut favoriser les circuits courts, ce qui est tout à fait légitime, mais on fait comment quand l'abattoir du coin a fermé ses portes? On fait comment quand la laiterie ne nous permet plus de transformer finalement sa production comme on le souhaiterait? Et bon nombre de jeunes agriculteurs qui étaient dans la rue sont confrontés aussi à une déprise du tissu industriel, de cette industrie agroalimentaire pourvoyeuse d'emplois. On fait comment justement pour favoriser ces circuits courts, des circuits courts qui ne trouvent pas forcément non plus des clients? On voit les boutiques de producteurs voir leur chiffre d'affaires chuter. Quelle réponse on apporte à ceux qui finalement font ce choix-là? Il est dur, hein, le constat de voir que l'agroalimentaire de proximité s'effondre, mais il s'effondre parce que le modèle ne le soutient pas. Le modèle lui tourne dos, on soutient les grands systèmes, mais celui-là, pas. Et moi, la proposition qui va derrière, c'est la même que pour l'agriculture, c'est-à-dire qu'il faut avoir un vrai schéma de développement des filières agroalimentaires territoriales qui fasse qu'on puisse réinstaller localement tous les outils dont on a besoin. Moi, je vais dans les cantines et on dit la loi Egalim prévoit de la bio. Alors, moi, la bio, c'est mon monde. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'offre locale pour faire de la bio dans les cantines. Quand il y a un appel d'offres, personne ne répond. Parce qu'il manque quoi, en fait? Il manque les infrastructures locales pour le faire. La première transformation. Quand une cantine veut des carottes râpées, elle ne veut pas des carottes. Il faut qu'elles soient râpées. Mais si on n'a pas les petites entreprises de transformation intermédiaires, du coup, le marché tombe. Et ça, on l'a à l'infini. Je prends un exemple, mais on a à l'infini pour le pain, c'est la même chose. Alors, il faut effectivement qu'on remette en route un tissu de filières agroalimentaires territorialisées qui permettent. Et puis, le deuxième élément qui manque localement, mais il faut que vous voulez que la PAC soutienne ça. Et le deuxième élément qui manque sur les territoires, c'est la logistique. Il n'y a pas de logistique qui massifie les productions territoriales. Je reviens sur mon exemple de la bio. Il y a potentiellement la production quasiment disponible, mais comme elle est mitée sur le territoire et qu'elle n'est pas rassemblée, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de proposition, ça tombe. Alors, une question un peu plus politicienne, si on peut dire. Donc, les sondages placent donc les écologistes à 5,5%. Donc, vous risquez, en fait, si on passe en dessous de la barre des 5, vous risquez de ne pas avoir d'eurodéputés. Alors, qu'est-ce que vous diriez au monde agricole qui est aujourd'hui présent, donc en présentiel et puis en live sur Facebook? Qu'est-ce que vous diriez au monde agricole pour les convaincre de voter pour vous? C'est pas votre cœur électoral, si on peut dire. A priori, mais ils ont déjà entendu ce qu'on dit, c'est-à-dire que les écologistes sont les meilleurs alliés des agriculteurs, et on l'a prouvé par les actes et les faits. Au Parlement européen, on a voté contre les accords de libre-échange depuis le début. Alors nous, on n'a pas voté cette PAC parce qu'on n'y croit plus et qu'on veut changer la PAC, ça c'est clair, donc on est cohérent. La cohérence sur l'avenir de l'agriculture avec notre modèle, alors après il y a ceux qui veulent ce modèle et il y en a qui ne le voudront pas, ça après chacun fait ses choix. Mais en tout cas sur le modèle d'agriculture qu'on propose avec une échéance de long terme, avec un maintien du nombre d'agriculteurs, voire augmenter le nombre d'agriculteurs et pas permettre la déprise du nombre d'agriculteurs à la vitesse où elle va aujourd'hui, il faut voter pour les écolos au Parlement européen. Ok. Donc, par rapport aux questions sur ce dont on parlait en termes de pesticides, etc., vous êtes en fait dans la continuité de la mise en œuvre du Green Deal tel qu'il était au départ? Alors nous, on est pour le maintien du Green Deal, voire le renforcement du Green Deal, parce que
on ne peut pas laisser le monde agricole se confronter à la société civile dans les années, les décennies qui viennent, à se faire critiquer parce qu'ils ont un modèle d'agriculture qui contribue aux émissions, qui contribue à la pollution, etc. etc. C'est pas possible de laisser les agricultrices et agriculteurs dans cette situation. Donc, il faut les accompagner pour sortir de là et aller vers autre chose. Très bien, merci.